Bonjour à tous, je suis Catherine Baudry, la directrice du partenariat pour l'Organisation de l'innovation et des nouvelles technologies, communément appelée 4.0. Donc, je vous souhaite la bienvenue à ce point d'ancrage sur une réflexion stratégique pour la transformation numérique de l'écosystème d'innovation manufacturier Lavallois. Donc, j'imagine qu'on va toucher à plein de sujets ce matin. Donc, juste pour vous rappeler, 4.0 a pour objectif d'étudier comment les écosystèmes d'innovation contribuent à augmenter la capacité et la performance d'innovation au pays et à développer des nouveaux indicateurs pour mesurer cet impact. Et puis, on réfléchit déjà à la suite qui va s'appeler 5.5. Donc, soyez attentifs, il devrait y avoir des nouvelles de coordination de comment on construit l'équipe pour le prochain partenariat. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter chacun des chercheurs et chercheuses et praticiens impliqués dans ce projet. Donc, d'abord, mon collègue et ancien étudiant de doctorat, Fabiano Armellini, qui est professeur chez nous au département de mathématiques et génie industriel à Polytechnique Montréal. Peut-être que les gens ne savent pas, mais il y a aussi 15 ans d'expérience professionnelle dans l'industrie avant de faire son doctorat. Et son expérience couvre très, très large, donc dans des sujets très, très différents, donc l'aérospatiale, l'automobile, les télécoms, l'automatisation industrielle, l'alimentation, l'exploitation minière, les secteurs chimiques. Donc, il y a peut-être pas de secteur auquel il n'a pas touché pour l'instant. Ensuite, on aura Alice Léna, qui est étudiante à la maîtrise recherche sous la direction de Fabiano Armellini, que je viens de vous présenter, et Hélène Mosconi, qui est professeure à l'Université de Sherbrooke. Donc, Alice s'engage depuis janvier 2023 dans le développement d'un instrument qui vise à faciliter la démarche de réflexion stratégique dans un contexte de transformation numérique des écosystèmes d'innovation et aussi des firmes à l'intérieur de ces écosystèmes d'innovation-là, ça va sans dire. Et pour terminer, un bon ami, Bernard Pitre, qui est commissaire en chef à l'innovation de la Ville de Laval. Il a plus de 30 ans d'expérience en tant que gestionnaire, directeur général, président dans les secteurs de l'industrie, de l'énergie et de la construction. Donc, j'imagine que Fabiano débute, Alice continue et puis Bernard termine le tout, ou c'est Alice qui commence? Enfin. Non, ouais, c'est moi qui commence. C'est toi qui commence. Bon, ben, parfait. Donc, je vous laisse la parole. On a bien hâte de vous entendre. OK. Merci, Catherine, pour cette belle introduction. Je voudrais présenter l'équipe du projet parce que oui, Alice va faire l'intervention aujourd'hui, l'introduction et Bernard, mais l'équipe est plus large que ça. Donc, même Catherine, qui vient de nous présenter, elle aussi fait partie de ce projet. Nous avons aussi comme professeur notre collègue Christophe Danjou, notre spécialiste en maturité numérique 4.0 dans ce projet. Il y a aussi la professeure Hélène Mosconi de l'Université de Sherbrooke, notre spécialiste en compétences numériques ou en anglais Digital Literacy, qui c'est un autre aspect qu'on va toucher dans ce projet-là. Alice va nous présenter le projet bientôt. Il y a Mehdi Ryan qui est parmi nous ici, un postdoc qui travaille aussi dans ce projet. Nos spécialistes en données. Hein. Alice, il y a notre étudiante Céline Jacques qui est venue en effet un été avec une bourse Mitax Global pour faire un stage d'été dans les projets, mais finalement elle a tellement aimé le projet qu'elle va commencer une maîtrise en janvier avec nous, toujours dans le même projet. Donc voilà l'équipe qui travaille sur ce projet à l'heure actuelle. C'est un projet qui comporte 4 volets. Donc le but, c'est vraiment de faire un portrait de la transformation numérique à Laval et donner une orientation stratégique pour le développement et la transformation numérique de la ville de Laval. Donc, nous avons 4 volets. Le premier volet, c'est vraiment développer un outil de maturité numérique pour les entreprises et finalement, en ayant le portrait de maturité numérique des entreprises, avoir le portrait de la ville de Laval. Le deuxième volet, ça comporte les compétences numériques. Surtout les compétences numériques des gestionnaires, c'est une chose qui est souvent négligée on pense oui, il faut donner la compétence numérique aux techniciens, mais on oublie que les gestionnaires qui sont au-dessus de ces gens-là, normalement, s'ils ne comprennent pas la valeur et le potentiel de technologie de ces entreprises-là, bon, finalement, ils vont perdre un peu ne vont pas utiliser à 100% le compétence. Le volet 2, c'est ça, c'est pour regarder un peu les compétences numériques. Alice va parler de ça. Troisièmement, on veut faire une comparaison entre
la ville de Laval et d'autres villes ou d'autres écosystèmes. Et on va utiliser des données statiques pour faire ça. Et en ayant une vision de maturité numérique, compétences numériques et de cette comparaison, vraiment démarrer un exercice de réflexion stratégique pour l'écosystème d'innovation lavallois. Donc, le but, c'est vraiment avoir l'état des lieux de maturité et aussi avoir cette vision stratégique. Ce qu'on vise dans ce projet-ci, comme on parle très souvent avec Bernard, c'est d'utiliser la ville de Laval comme un terrain d'expérimentation, bâtir une recette qu'on puisse appliquer dans d'autres villes plus tard, même d'autres écosystèmes régionaux, pour qu'on puisse vraiment, OK, on essaie, on regarde l'état des lieux, on voit quelles sont les lacunes et on amène une vision, une réflexion stratégique pour la région concernant la transformation numérique. Donc voilà, c'est un peu la vision d'ensemble du projet. C'est un projet toujours en cours, là, c'est pas fini, mais on va présenter les résultats qu'on a à l'heure actuelle et les activités qui s'en viennent. Ici, dans ce diapo, le but, c'était de présenter un peu les motivations pour faire ce projet. Donc là, 69% des chefs de direction canadiens sont préoccupés par la rapidité d'évolution technologique, 47%. 19 millions d'emplois canadiens seraient potentiellement automatisables et 40% des entreprises au Québec n'ont aucune ministère de technologie numérique intégrée depuis 2022. Donc là, on voit vraiment des enjeux liés avec le numérique. Donc le numérique, c'est peut-être une solution pour plein de choses, mais les entreprises peut-être ne savent pas comment le faire. Donc c'est pour ça qu'on, dans ce projet, on a les 4 volets que j'ai déjà présentés. Je vais parler un peu de méthodologie. Donc, pour les volets 1 et 2, c'est maturité numérique et compétences numériques, nous avons une méthodologie qui est semblable. Donc, c'est vraiment basé sur un sondage. Mais pour arriver au questionnaire du sondage, d'abord, on a développé un outil de mesure. Ensuite, on a fait des entrevues d'une partie plus qualitative pour valider si cet outil qu'on a développé, il ne manque rien. Donc, on a fait une analyse des entrevues avec des entreprises manufacturières de Laval. Et ensuite, avec cette validation-là, on arrive au questionnaire, on va lancer un sondage. Ça s'en vient pour les deux, là, c'est en novembre, décembre qu'on va lancer ça, pour ensuite faire plus tard une analyse statistique de ces données-là. Et les volets 3, c'est le portrait de comparaison de Ville de Laval avec d'autres villes. On a une approche qui est basée par le récolte des données au niveau provincial, par des données déjà disponibles sur Statistique Canada et faire une comparaison avec nos données terrain. Donc, c'est ça la méthodologie pour ce volet 3. Donc, là, voilà, le volet 4, on va appeler plus tard, c'est vraiment le projet d'Alice. Si ça va mieux, je laisse Alice parler là pour les volets 4. Donc, voilà quelques résultats qu'on a trouvés pour l'instant, plutôt la partie qualitative. Donc, on a trouvé, pour les entreprises qu'on a interviewées, que les objectifs d'adoption numérique, le thème qui revient le plus souvent, c'est l'amélioration de flexibilité des processus, 80%, flexibilité organisationnelle, optimisation de la compétitivité, ça va être moins suivant, amélioration de la performance, pérennité de l'entreprise agitée. Donc là, c'est les préoccupations, là, les choses que les entreprises veulent faire. Donc, en bas, le deuxième graphique, l'adoption de nouvelles technologies au sein de l'entreprise. Donc, quelles sont les technologies qui ces entreprises-là ciblent? Donc, on voit cybersécurité en première place. Les gens sont préoccupés de faire les choses correctement et ne pas avoir de fuite de données, de vol de données, des choses comme ça. Donc, toutes les entreprises sont là dans la cybersécurité. Aussi, l'IA, l'intelligence artificielle, 100%, ERP aussi. Donc là, d'autres technologies qui sont moins fréquentes, mais quand même assez à 80%. Big data, analyse de données, l'infonuagique, la robotisation, les machines autonomes, Internet des objets, CPS en 60%. 40% sont aussi dans la réalité augmentée. Et deux technologies qu'on a demandé et qui 0% sont là-dedans, c'est le machine to machine et la simulation. Donc voilà. Est-ce qu'Alice, qu'est-ce que c'est toi est-ce que tu es là? Yes. OK, je pense que ça va mieux pour toi. Donc, tu peux peut-être prendre la relève à partir d'ici. Et donc, pour les obstacles qui ont été rencontrés lors de l'adoption du numérique au sein des entreprises manufacturières, on observe que c'est vraiment des obstacles qui concernent les personnes parce que c'est la résistance au changement et le manque de formation des employés qui prédomine. Et donc les mesures qui ont été prises par les entreprises en majorité pour réduire ces obstacles, c'est l'appel à des supports externes, comme par exemple la municipalité, l'appel à des partenaires ou bien la formation des employés, mais on observe quand même que les entreprises ont des difficultés
à se transformer en profondeur et ça se reflète dans un faible taux d'investissement dans la robotisation notamment et une difficulté à transformer sa structure organisationnelle pour s'adapter au changement. Au niveau des compétences numériques, le sondage qui concernera les compétences numériques aura 4 composantes. Donc il y a une composante technique qui est vraiment liée aux outils numériques, une compétence managériale qui est liée aux compétences décisionnelles concernant le numérique, une compétence sociale donc qui est reliée à la communication des individus à travers les outils du numérique et une compétence motivationnelle qui va être liée, elle, à la proactivité et à toute l'énergie qui va être mise autour de la transformation numérique dans les entreprises. Voilà pour les résultats pour le moment, c'est à peu près tout ce qu'on a, mais les résultats qui ont été tirés des entrevues, combinés aux résultats de la littérature, nous ont montré quels étaient véritablement les obstacles les obstacles à la transformation numérique. Donc, par exemple, la mauvaise gestion des talents, la résistance au changement, ou encore des problèmes d'anticipation des besoins. Et il s'avère qu'une des hypothèses de la littérature pour surmonter tous ces obstacles, ça va être d'aller chercher la pluralité des acteurs, de considérer la multiplicité des ressources qui s'offrent à nous et d'aller chercher justement de nouvelles collaborations. Et donc finalement, c'est là tout le sujet de ma maîtrise, c'est de voir la problématique de la transformation numérique par le prisme de l'écosystème d'innovation. Alors, pour rappel, un écosystème d'innovation, c'est un accord de collaboration par lequel les entreprises combinent leurs offres individuelles en une solution cohérente et orientée vers le client. Pour bâtir cette réflexion stratégique écosystémique, j'ai utilisé la Design Research Methodology. Donc, c'est une méthodologie qui a comme principe de concevoir un support qui sera optimisé pour répondre à une question de recherche en particulier. Donc ici, comment concevoir un outil adapté à la réflexion stratégique concernant la transformation numérique des écosystèmes d'innovation. Donc j'ai bien sûr commencé par une revue de la littérature avant de faire une première étude descriptive, une étude prescriptive et une deuxième étude descriptive que je vais toutes les détailler juste après. Donc dans la première étude descriptive, l'idée c'est de voir comment on peut créer une synergie et optimiser les potentiels de collaboration avec simplement des données industrielles dont on dispose. Vraiment, on va venir regrouper en cluster des acteurs de l'écosystème d'innovation ensemble en fonction de leur intention technologique. Donc c'est ce qui est ressorti le plus pertinent, c'était de les regrouper un peu par ambition finalement. Donc cette étude descriptive, elle va nous servir à l'étude prescriptive qui est vraiment l'étape de conception de l'outil. Donc on a réfléchi à une manière de rassembler intelligemment autour d'ateliers des acteurs qui ont les mêmes ambitions mais qui n'ont pas forcément les mêmes compétences ou les mêmes ressources. Voilà, et cet outil qu'on a finalement conçu, il est juste après explicité en 3 étapes. Donc, il y a une première étape de Ecosystem Pie Model revisité. Finalement, c'est juste un diagramme en tarte avec plusieurs quartiers, un quartier par entreprise ou acteur du cluster. Et donc, cet outil, il va nous servir à rassembler toutes les ressources. En fait, les acteurs vont pouvoir communiquer entre eux à travers, pouvoir exprimer leurs ambitions, que ce soit en termes de valeur ajoutée, de compétences numériques, de gestion des données, ou alors juste de vision pour l'avenir. Et donc tout ça, ce sera guidé bien sûr à l'aide de questionnaires. Et une fois que toutes les entreprises auront renseigné toutes leurs informations sur le diagramme, elles pourront identifier des liens, soit entre leurs ressources, soit entre leurs projets ou alors leur situation actuelle. Ensuite, il va être vraiment important de dresser un portrait du cluster qui a été identifié. Donc, on va venir brainstormer autour des défis, des challenges qui animent le cluster.
Donc l'objectif, c'est de mettre tout le monde d'accord, de créer un esprit de groupe au sein de ce cluster qui va nous aider à construire éventuellement une feuille de route qui va se baser sur les challenges qu'on a identifiés précédemment, les motivations aussi et les liens qui ont été créés dans le premier atelier. Donc éventuellement, cette feuille de route, c'est 2-3 acteurs ou même plus qui veulent développer une relation approfondie de collaboration, qui veulent mettre en commun leurs ressources ou juste se former mutuellement, démarrer un projet de transformation numérique ensemble ou juste s'entraider. Et du coup, cette feuille de route, elle sera, comme je l'ai dit, basée sur les challenges et les défis de la transformation numérique dans le cluster. Voilà. Donc ces ateliers, ils sont prévus à la ville de Laval dans les mois à venir. Finalement, pour cette recherche, la contribution théorique, c'est la création d'un outil de réflexion stratégique pour les écosystèmes d'innovation. Pour les contributions plus pratiques, je laisserai après notre partenaire Bernard parler, mais c'est notamment de faire prendre conscience aux différents acteurs des opportunités qu'offre l'écosystème d'innovation et de créer vraiment une synergie au sein de l'écosystème. Les limites de la recherche, ça va être que, bien sûr, l'atelier va être réalisé sur un seul type d'écosystème d'innovation dans un secteur bien particulier et également la complexité de la réalité des entreprises. C'est vrai que pour réaliser des projets, il faut parfois plus que de la volonté ou du financement. Donc finalement, je vais laisser la parole à Bernard qui va pouvoir nous expliquer quelle est sa vision sur le projet et quelles sont les contributions qu'il y voit. Merci Alice. Peut-être qu'est-ce que je pourrais partir de la genèse de d'où ce qu'on est parti, c'est que quand je suis rentré à la ville, j'ai eu un mandat de dire comment on fait pour pouvoir pousser les entreprises manufacturières à Laval à s'automatiser, à se robotiser, à se numériser. Et puis, j'avais une bonne collègue à moi que je connaissais bien qui s'appelait Catherine Baudry. Et je pense que je l'ai interpellée les premières semaines que je suis rentré à la ville pour dire comment on pourrait travailler ensemble pour pouvoir avoir un état des lieux pratique, facile, pour pouvoir savoir de où est-ce qu'on part et où on doit se rendre. Et puis, avec toutes les idées qu'il peut y avoir là-dessus. Donc, on est parti ensemble de ça. Puis, pendant ce temps-là, en parallèle, j'ai travaillé à cette nouvelle logique d'innovation collective qu'on a mis à Laval le 31 mars dernier, qui s'appelle TEMRA. D'ailleurs, c'est sur notre site de Laval économique. Et qui parle que c'est une logique d'innovation collective comme Laval, territoire d'expérimentation, comme Fabiano nous disait il n'y a pas longtemps, qui est important pour nous. Et on s'est basé sur 5 gros piliers de ça. Puis ces piliers-là, ben, c'est l'innovation, le développement durable dans tout son ensemble, autant économique, social, environnemental et culturel. J'aime bien rajouter culturel, parce qu'il y a une certaine culture à Laval. Les secteurs stratégiques de nos filières prioritaires émergentes, la transformation numérique, bien sûr, puis l'Internet des objets, et puis une philosophie de partenariat. Puis ça, c'était pour faire émerger, pour bâtir une économie fertile pour les leaders du 21e siècle. Puis c'est là qu'on est arrivé avec notre logique de TEMRA, qui est TEMRA, qui sont 6 écosystèmes d'innovation interreliés, dont les manufacturiers font partie du M. Et pour nous, ce M-là, c'est très important. Il faut comprendre que Laval regorge d'entreprises manufacturières avec la complexité de production. Puis, en fait, je pense qu'on est le territoire qui est le plus haut taux, 47,2 si je me rappelle bien, de complexité. Donc, c'est quand même intéressant. Puis, pour ce faire, on s'est doté d'un outil qui est une subvention. Ça semble un peu... Donc, on est arrivé avec une subvention en 2021 et puis on m'a donné une enveloppe de 750 000 $, puis on m'a dit « Essaye de la dépenser avec des entreprises qui vont pouvoir s'automatiser ou se robotiser. » Ça a pris 2 mois, il n'y avait plus d'argent dans l'enveloppe. Pourquoi? Parce qu'il y a des entreprises qui ont été, je m'excuse le terme en anglais, mais les early believers,
en 2021 qui se sont dit, hey, on a une opportunité, on a une subvention qui peut aller jusqu'à 125 000 bien, ça va faire en sorte que notre retour sur investissement va se faire plus rapidement, puis on va accentuer ce passage-là. Et ça nous a donné plein de belles réalisations. Puis depuis ce temps-là, ben, Laval a continué à donner ce genre de subventions-là. On est rendu à plus de 2,3 millions sur le territoire depuis 2 ans. Et ça leur a permis des investissements de 23 millions. Je vous dis tout ça parce que je pense que c'est le point culminant où ce que les gens, les sociétés lavalloises se sont rendus compte par l'effet de domino, par l'effet de boule de neige, si je peux me permettre, ben, que ça n'en vaut la peine d'investir dans ce genre de créneau-là. Puis, c'est là qu'on se dit, c'est pas l'industrie 4.0, cette numérisation-là, c'est pas un choix, ça va être une obligation pour nos entreprises. Puis ça, on y croit beaucoup, nous, chez Laval Économique. Donc, on essaie d'arriver avec toutes sortes d'outils pour qu'ils puissent prendre cette décision-là encore plus rapidement. Et puis, ces outils-là, ben, c'est là que, avec Catherine, je me disais toujours, si on peut avoir l'état des lieux, si on peut dire à nos entreprises, voici dans votre secteur d'activité, où est-ce que vous vous situez, où vous êtes par rapport à votre secteur d'activité, où sommes-nous, nous, par rapport à une autre ville canadienne, québécoise, comment en se comparant, on peut peut-être trouver des solutions. C'est comme ça qu'on essaie de trouver ces solutions-là ensemble. Avec, comme je dis toujours à nos manufacturiers, regardez, vous êtes en train de vous investir dans une robotisation. Là, tout d'un coup, on vient de voir une nouvelle opportunité. Ils veulent investir encore plus, mais il y a des obstacles réfractaires au changement, on l'a dit tantôt. Alice en parlait beaucoup. Je pense que l'être humain, on l'est tous un peu, mais reste que la façon de faire qui les a menés à qu'est-ce qu'ils sont, nos manufacturiers aujourd'hui, ne tient plus la route. Il faut changer notre façon. Puis ça, c'est quelque chose qui est énorme. Quand on regarde, nous, nos manufacturiers dans le 4.0, on les regarde en leur disant, quelle est votre vision? C'est quoi votre vision? Puis on essaye de le faire avec autant des business model Canva, on essaye de les faire cogiter pour voir où est-ce qu'ils doivent aller. Mais nos entreprises lavalloises, puis je pense que nos entreprises dans leur ensemble, ont un avantage indu qui est un taux de change très bas pour la valeur canadienne qui nous permet d'exporter à faible coût aux États-Unis. Puis ça a été certainement, selon moi, un frein à l'investissement sur le territoire. Et aujourd'hui, grâce à cette numérisation-là, ben, ça nous permet d'aller à une vitesse plus rapide. Et puis cette question d'avoir un taux de change intéressant, ben, ça devient de moins en moins un acteur. Ils sont prêts, en tout cas avec ceux qu'on travaille, ils sont prêts à investir et à aller plus loin. Et c'est fantastique les résultats qu'ils ont. Avec les progressions des ventes qu'ils ont, avec l'amélioration de leur qualité de produit, l'amélioration de leur compétitivité sur les marchés en général. C'est vraiment, pour nous, comme je dis toujours, c'est du bonbon. C'est fantastique de voir ces entreprises-là. Et c'est comme ça que nous, on se dit que nos entreprises pourront être pérennes dans le temps, grâce à ça. Grâce à cette numérisation-là, grâce à cette vision-là. Puis, pour finir, quand on parle à nos entreprises, on a fait quelques tests, Alice, quand on a fait nos sondages, c'est certain que quand on arrive en leur disant, vous savez, participez à ce sondage-là, puis ça va vous permettre de vous placer dans votre secteur d'activité puis de vous comparer. Ça, c'est quelque chose qui les intéresse énormément parce que nos entreprises sont compétitives, puis il y en a certaines là-dedans qui sont des leaders, puis ils veulent rester leaders, puis ils savent que l'investissement dans le 4.0 est important, ou le 5.5 maintenant, bien sûr.
je voudrais pas passer sous silence là, cette importance-là de l'humain à travers ça. Une des choses qu'on a remarqué, c'est que ça prend une volonté de la direction. Puis cette volonté-là de la direction donne le souffle, de la mobilisation de leurs troupes pour pouvoir s'engager dans le numérique. Si on ne voit pas ça, si les directions ne voient pas cette importance-là, je pense que souvent, ça peut être un facteur qui va faire que ça ne sera pas positif. Mais pour la plupart des entreprises, on en a accompagné jusqu'à 200 jusqu'à date. C'est extraordinaire de voir ces entreprises-là comme ils sont porteurs. Et l'effet boule de neige aussi qui se fait, c'est qu'une fois qu'on a investi, mais les talents sont prêts à venir s'investir, mais il y a d'autres gens de l'entreprise qui sont prêts à s'investir dans des nouveaux talents. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit de plus en plus dans nos entreprises qui font cette transformation numérique. Donc, moi, bon, là, vous parlez, je prêche, je suis un convaincu, donc c'est un peu... Mais on dit toujours que seuls les convaincus sont convaincants, mais il faut quand même se rappeler que c'est un peu comme l'intelligence artificielle, puis une des choses qu'on voit, puis peut-être je l'ai pas assez mentionné, c'est qu'on a une subvention de 100 000 $ de base. Mais si les gens s'en vont dans l'Internet des objets, où il y a de la captation de données, où on va pouvoir faire de la valorisation de ces données-là, bon, on leur donne 25 000 de plus. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'éventuellement, avec tous le retour qu'on va avoir de l'équipe de Catherine et Fabiano, on va pouvoir peut-être monter d'autres programmes qui vont pouvoir les aider à s'en aller dans l'intelligence artificielle, qui va être un incontournable pour moi également, comme les PC ont été un incontournable aujourd'hui. On ne peut pas vivre sans un PC. Donc, pour moi, l'intelligence artificielle fait partie d'une solution, la numérisation aussi. Donc, tout de votre part. Merci Bernard. Si vous me permettez de répondre à ce que Bernard vient de dire, pour nous, je verrais bien sur la contribution théorique qu'Alice a présentée. C'est vraiment de bâtir un outil de planification écosystémique. Dans la littérature, on trouve déjà, c'est déjà bien battu les modèles pour faire la planification stratégique au niveau macro. Donc, les feuilles de route sectorielles, ça c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps. La planification stratégique au niveau de la firme aussi, c'est quelque chose que les gens savent bien faire. Mais l'écosystème, là, c'est cette couche méso entre le macro et, parce que oui, la ville peut faire sa feuille de route. Voilà la vision de la ville de Laval. On va mettre de l'argent et si les entreprises s'alignent avec ça. De l'autre côté, l'entreprise, peut-être qu'il y a quelques-unes, comme des exemples que Bernard vient de dire, des entreprises qui s'accrochent avec la vision de la ville, ça s'en vient, mais peut-être pas tout le monde. Il y a d'autres qui ne vont pas profiter de ça. Donc, faisant une planification niveau méso, là, c'est intéressant parce qu'on fait la planification avec la ville, mais aussi les entreprises ensemble. Donc, comme ça, on va essayer de bâtir quelque chose en même temps. Donner une rétroaction à la ville en disant, écoute, voilà les axes qui seraient plus pertinents pour les entreprises. Mais de même côté, les entreprises qui participent, disent, écoute, je comprends bien la vision de l'entreprise, c'est plus facile pour moi de m'arrimer avec cette stratégie-là. Donc, nous, on croit vraiment qu'en faisant une planification au niveau écosystémique, c'est là on va trouver quelque chose qu'on va pas avoir des stratégies qui sont décollées l'une de l'autre. C'est ça à quoi on croit. Donc, c'est pour ça qu'on bâtit cet outil-là et on essaie de le tester avec Laval. Et ici, ça part de fruits. Donc, voilà. Le but, c'est vraiment de le répliquer plus tard dans plusieurs autres écosystèmes. Donc, voilà bref, là, l'idée de ces projets, la promesse, là, malheureusement, on n'a pas encore dans la fin du projet qu'on puisse vous présenter les résultats. Alice est censée faire cette récolte, cet exercice d'atelier pendant l'hiver. Donc, on aurait peut-être plus de résultats intéressants à partager avec vous au printemps. Et donc voilà, c'est ça qu'on a pour l'instant. Je pense que notre dernière diapo, là, il y a seulement les merci. Donc voilà, nous sommes ouverts maintenant pour des commentaires, des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup Fabiano, Alice et Bernard. C'est vraiment très intéressant de réfléchir à cette question-là de coordination et de planification stratégique parce qu'on manque vraiment d'outils pour coordonner
tout le monde. Et puis, c'est sûr qu'il faut réfléchir à ce genre de questions-là dans le futur pour que collectivement, on soit capable de faire plus avec moins. Parce que d'une part, on a une pénurie de main-d'œuvre qui fait en sorte qu'il y a peut-être des tâches qui sont redondantes d'une entreprise à l'autre ou d'une organisation à l'autre. Je pense notamment à la gestion des bases de données où chaque organisation dédouble ce que les autres organisations font. Donc, je pense qu'il faut réfléchir à ça. Aussi, comment les entreprises peuvent s'entraider, notamment en matière de transformation numérique, les uns les autres. Il ne faut pas sous-estimer l'effet de pair qui est important. Il faut montrer par l'exemple ou qu'il y ait un leadership par l'exemple qui soit très fort, puis il va avoir un effet boule de neige. Je ne sais pas si vous vous êtes penché sur cette question-là. Peut-être que, Bernard, tu pourrais nous parler un peu des particularités de la ville de Laval. Ça a peut-être été mentionné. Tout à fait. Puis, la particularité de la ville de Laval, c'est qu'on a, premièrement, c'est une ville, une île, un MRC, pour ceux qui savent c'est quoi un MRC, là, parmi l'écoute, mais donc un maire, ça donc c'est assez simple. C'est un territoire bien défini, mais c'est un territoire où on retrouve plusieurs secteurs d'activité. Je vais parler avec le premier que personne semble connaître, c'est que 30% de notre territoire est territoire agricole protégé, qu'on n'a pas changé 1 mètre carré depuis les 30 dernières années. Donc, on a vraiment une population d'agriculteurs incroyable sur un milieu périurbain. Pensez-y, c'est quand même assez rare. L'autre chose, c'est que, peut-être pour ceux qui le connaissent, on a la Société de la biotech, où on a plusieurs chercheurs en tout ce qui est les sciences de la vie, un gros bassin de chercheurs là-dessus. Ça, c'est vraiment une économie importante. Mais on a un gros secteur manufacturier, bien sûr, je l'ai mentionné, mais d'agroalimentaire, c'est énorme sur le territoire aussi. Donc, toute la question de transformation alimentaire, on a des très gros joueurs sur le territoire. Et aussi, on a un secteur qui s'appelle le secteur du détail, donc du commerce de détail, qui est énorme à Laval, pour ceux qui... On a un fameux Carrefour Laval, avec quand même 27 000 employés qui relèvent Donc, comme vous pouvez voir, on a plusieurs secteurs d'activité qui rejoignent des besoins bien différents. Donc, c'est vraiment intéressant, puis ça nous permet justement de faire beaucoup d'expérimentation. Je vous parlais de nos programmes. Écoutez, je regardais un peu qui s'installe, qui vont investir beaucoup en ce moment en automatisation, numérisation. Mais l'agroalimentaire, je vous ferai pas de cachette, est un gros vecteur dans ça. Mais tout ce qui est, on a l'aérospatial ici aussi, donc qui investissent énormément dans ça, mais aussi tout ce qui est production, outillage métallurgique, etc. On voit qu'il commence à avoir un engouement. Puis là, comme Catherine disait, il y a un effet boule de neige. Et toute cette communauté-là qui commence à parler, qui se sont automatisés de plus en plus, ben commence à influencer les autres, qui se disaient auparavant, moi j'appelle ça ma loi des tiers. Les tiers du haut sont faciles à convaincre. Les tiers du bas, j'en ai rencontré un, là, je vais vous donner un exemple. Lui, il a toujours fait comme ça, sa famille a toujours fait ça, il a toujours fait de l'argent, ils ne changeront rien. Je pense que d'ici 5 ans, malheureusement, on ne les verra plus sur le territoire. Mais bon, je n'aurai pas d'entreprise, mais reste que il n'y a pas cette volonté-là. Mais les tiers du milieu, moi, je me dis toujours, eux, on peut les influencer. Puis en ce moment, nos influenceurs, mais c'est ceux qui ont fait la maturité numérique, c'est eux qui se sont investis, c'est nos gros influenceurs, puis c'est eux qui sont nos leaders qui s'en viennent en avant pour dire, moi, je l'ai fait, voyez qu'est-ce que ça m'a donné, puis ça fait un effet boule de neige. Donc. Et à ce moment-là, est-ce que tous les trois, vous avez vu des choses à partager qui seraient utiles de façon intersectorielle
Et est-ce qu'il y a des aspects de la transformation numérique qui sont vraiment spécifiques à un secteur? Donc, qu'est-ce qui est transversal, puis qu'est-ce qui serait spécifique? Puis c'est un peu une question à tous les trois, là, à Alice, Fabiano, Bernard, qui veut se lancer? Bonne question. La question piège. 5 Transversal. points bonus à l'examen. Est-ce qu'on parle de technologie ou on parle excuse-moi le terme, Catherine. Ben, technologie ou façon de faire ou. Façon de faire, mindset. Tu sais, moi, là, c'est certain que cette question-là je vais parler de technologie de robotisation. La robotisation, il y a 10 ans, là, on parlait de millions d'investissements par entreprise. Aujourd'hui, je suis allé visiter une entreprise avec des robots collaboratifs extraordinaires, je veux dire, une technologie extraordinaire qui est abordable, qui est accessible. Ça, là, ça leur donne toutes sortes de choses. Puis là, quand je suis allé rencontrer cette entreprise-là a dit, Monsieur Pitt, on vient d'utiliser cette technologie-là. C'est même pas terminé, le rodage est même pas terminé, qu'ils sont en train de regarder 3 autres robots. Il y a cet effet-là qui se fait, puis je pense que si ces entreprises-là pourraient partager ça de plus en plus, la transversalité là, de dire, regarde qu'est-ce que j'ai fait. Il y en a un qui est dans l'agroalimentaire, lui c'est pour la viande, il a fait telle chose. L'autre c'est pour les fruits et les légumes. Si on pouvait justement faire ce maillage-là, ça serait fantastique. D'ailleurs, je pense que Laval, on essaie de se doter d'un accélérateur, là, incubateur pour des startups où ce qu'on veut faire du maillage entre nos entreprises présentes sur le territoire puis les startups pour répondre à ces besoins-là. Vraiment, je trouve qu'il y a un engouement. Puis plus tu parles avec ces gens-là, plus ces gens-là sont de plus en plus pertinents. Je peux ajouter à ça. Il y a un enjeu pour répondre à cette question, c'est qu'on compare des secteurs qui ont des maturités très différentes. Là. Donc, il y a des enjeux pour, disons, le secteur agroalimentaire, sans généraliser, mais normalement, là, on va parler de maturité numérique plus faible. Donc là, les enjeux, c'est vraiment de mettre en place des technologies et même donner des épreuves que le numérique peut vraiment aider pour qu'il puisse augmenter l'efficacité, augmenter la productivité, augmenter l'utilisation de terrain. Donc voilà, c'est un peu ça. Tandis que dans le manufacturier, on a pensé, OK, est-ce que la réalité virtuelle peut aider les gens à être plus efficaces? Donc, on parle des enjeux différents, mais il y a quelque chose qui sont en commun. Donc, vous avez vu, là, dans 100% des entreprises à qui nous avons parlé, on perd de la fuite de données. Donc, tout le monde est sous la cybersécurité. Donc là, c'est quelque chose qu'on peut dire, écoute, si vous êtes dans les choses plus simples, plus sophistiquées, la sécurité des données, c'est quelque chose qui c'est incontournable. Donc, aussi sur les obstacles, la question de résistance au changement, ben on va voir ça partout. Donc, il faut toujours aller trouver des modèles pour convaincre les gens à embarquer dans l'aventure. Donc, il y a certainement des choses qu'on peut dire, ouais, ça c'est applicable, c'est commun, mais il y a des choses qui sont vraiment spécifiques dans le domaine. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi l'auditoire? Vous pouvez l'écrire dans le chat ou vous pouvez ouvrir votre micro et la poser. Oui. Michael, je te vois réfléchir à une question. J'avais pensé à lui aussi. En fait, ça me faisait penser un peu à... je sais pas si tu te souviens, Catherine, dans le fond, dans le cas de mon doctorat, j'ai eu à regarder les sites internet d'entreprise. Puis, dans le fond, un résultat qu'on avait eu, c'était que systématiquement, les entreprises manufacturières étaient celles qui déclaraient le moins de choses liées à l'innovation sur leur site internet. Mais c'était aussi lié au fait qu'ils avaient beaucoup moins de contenu sur Internet. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'on savait pas si c'était parce que ils innovent moins ou parce qu'on a juste moins de contenu, parce que c'était aussi su que les entreprises manufacturières ont moins elles sont en retard au niveau de la numérisation, donc et le numérique en fait. Donc c'est à ça que ça me faisait penser en fait, cette histoire de
Si je prends la balle au bon là-dessus, moi, je pense qu'on a, tu sais, quand on parle de cybersécurité, c'est un des obstacles, hein, ils se rendent compte qu'effectivement, s'ils veulent en aller sur l'optimisation d'une ligne de production avec des capteurs, etc., mais ça leur prend une bonne bande passante, ça leur prend un système fiable, ça leur prend de la sécurité, de la cybersécurité. Puis ils se rendent compte que les chiffres s'additionnent. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut mettre les ingrédients à l'aval pour leur permettre de faire ça à moindre coût. Donc, on est en train de regarder des data lakes pour pouvoir gérer de la donnée en toute sécurité, etc. Je ne veux pas dire qu'on va l'avoir demain matin, mais c'est un projet qu'on a pour pouvoir sécuriser. L'autre chose, c'est que on travaille sur l'info nuagique avec un chercheur qui pourrait justement, qu'on pourrait s'assurer de décarboner, entre autres, mais aussi de s'assurer d'une sécurité. Nos entreprises sont de plus en plus frileux à avoir des données qui s'en vont dans l'info nuagique parce qu'ils ont peur de se faire. C'est vraiment quelque chose qu'on voit de plus en plus. D'ailleurs, la semaine dernière, j'étais avec un manufacturier que lui ferme ses machines la nuit, ferme toute la télécommunication qu'il peut y avoir parce qu'il a peur à ses données. Donc, c'est un vrai problème, puis je pense qu'il va falloir qu'on puisse trouver des solutions le plus possible. Sur cette question-là, Bernard, si je me souviens bien, il y avait un article, une lettre au lecteur, il y a quelques semaines, dans Le Devoir ou La Presse, qui mentionnait que il y a une réglementation aux États-Unis qui permet au gouvernement américain d'avoir accès pas seulement aux données qui sont physiquement sur le territoire des États-Unis, mais accès aux données qui sont dans les serveurs, peu importe où ils sont dans le monde, des compagnies américaines. Donc, les Amazon, etc., qui ont des serveurs. On pensait au départ qu'en mettant ça sur des serveurs au Canada, on était protégé. Mais si ce sont des serveurs qui appartiennent à des compagnies américaines, les tentacules du gouvernement peuvent s'étendre jusque-là. Donc, je ne sais pas si c'est des questions qui ont été examinées. Je peux te dire que quand on va sur le plancher, on se rend compte que cette question-là de service, de serveur, d'offre de service, c'est regardé, là. Où est-ce que ça s'en va? Qui a accès à? Tu sais, comme nous, Laval, on peut pas mettre de données qui sont pas sur des serveurs canadiens ou que c'est uniquement canadien. Il y a quand même, je pense qu'il y a de la réglementation là-dessus, autant gouvernementale que municipale. Mais oui, la réponse est simple, c'est oui, ils ont peur de ça. La semaine passée, j'étais dans une soirée, on parlait de rançon, je te dirais que sur... Rançongiciel. Rançongiciel, je te dirais que sur 20 entreprises, facilement, il y en avait 3 qui s'étaient fait faire des rançons. Ben, même 4.0 a été victime d'un rançongiciel. On a perdu tout notre site web. Et puis, il nous demandait 20 000 $. 4.0 n'a pas 20 000 $ d'argent de recherche à donner à des... Donc, il va falloir... C'est un vrai problème, c'est un vrai obstacle quand tu commences à vouloir faire... C'est pour ça que je leur dis, regarde un miroir, faites un edge, regardez comment qu'on peut... Mais il y a des belles entreprises là qui font de la cybersécurité, mais c'est rendu des montants assez importants. Si on parle au présidente, ils me disent, mon Dieu, je savais pas qu'il fallait que je mette 200 000 par année là-dessus, moi. C'était pas prévu dans mon budget, là. On parle pas d'entreprises qui font 100 millions, là. Mais dans les PME, je peux vous dire que ça va commencer à être un obstacle. En fait, c'est des enjeux importants à regarder. C'est toujours un compromis, les coûts par rapport au retour sur l'investissement dans ce genre de questions-là. Exactement. Okay. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce qu'il est 11h58. Et puis, je voulais m'assurer que tout le monde a la chance de poser leurs questions avant qu'on aille tous luncher. J'ai une petite curiosité, étant donné que vous savez un peu
Vous connaissez le secteur manufacturier de Laval, vous, mais la question peut-être aussi pour Fabiano et Alice, peut-être qu'ils ont aussi des réponses. Ça fait plusieurs années qu'on parlait dans les entreprises manufacturières, particulièrement quand on allait vers l'industrie 4.0. Un des éléments, c'était la maintenance prédictive. C'est quelque chose de très spécifique. Mais je me demande où on est avec ça, parce que on parle de transformation numérique dans les manufacturiers, mais ce secteur-là était un des premiers qui, en principe, devait s'en aller vers les 4.0, par exemple avec la maintenance prédictive. Donc, c'est quoi? J'ai un peu de curiosité par rapport à ce point-là. Là. Mais moi, j'ai pas de statistiques. Je peux juste vous dire que quand les gens s'investissent dans la maturité numérique, dans la transformation numérique manufacturière, la prévenance, justement, faire de la prévention fait partie de leur charge de. Ça fait vraiment partie du concept. C'est vraiment quelque chose qui regarde, mais c'est pas ça la problématique. La problématique, c'est qu'il n'y a pas assez de personnes qui investissent dans la maturité numérique. Mais reste qu'une fois qu'ils sont dedans, cette prévention-là, prédictive, là, de plus en plus on le voit. Dans les machines-outils, dans toutes les CNC, c'est vraiment quelque chose qu'ils vont capter sur leur logiciel intégré, leur ERP. Oui, ça fait partie de l'ADN. Ouais, c'est sûr, parce que dès qu'une machine brise, mettons, C'est incroyable. Fiat, si une machine brise, ne peut pas produire les 10 000 autos prévus. Exact. Cette journée-là, c'est une perte épouvantable d'argent. Et puis, on parle d'entreprises comme laquelle moi je jouais, que j'étais président à l'époque. On parle d'entreprises on peut perdre 100 000 de l'heure. Tu sais, c'est rapide, là. Ah oui. Une journée, ça vient de coûter, là. Absolument. Ben écoutez, sur cette note plus ou moins positive, je pense qu'on a du pain sur la planche et puis je vais vous remercier tous les trois pour cette excellente présentation. Même si on a eu des petits problèmes techniques au départ, on a réussi à utiliser la technologie de façon correcte et puis on va tout éditer tout ça avant la mise en ligne pour les personnes qui ont demandé la présentation. Donc, merci à tous. Je vais vous souhaiter bon appétit, bon après-midi et puis à la prochaine. Donc, merci, bravo. Merci beaucoup. Bravo Alice, bravo Fabiano. Merci à tous. Merci.